Smart Trends consacré au secteur du cinéma, au business du cinéma. On est à quelques jours du Festival de Cannes. J'accueille Nathalie Dupuis. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directrice artistique, formatrice IA, ambassadrice du plan gouvernemental Oser l'intelligence artificielle et ambassadrice du WIFE. Vous nous expliquerez ce qu'est ce festival dans un instant. Adrien Chabal, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes le directeur général d'Allociné. Et Sophie Girieux, bonjour. Bonjour. Bienvenue, consultante chez Exacom. Allez, en quelques mots, ce WIFE, c'est un festival cinéma et IA, c'est ça ? C'est ça, c'est le World AI Film Festival qui a eu lieu à Cannes, dont la deuxième édition a eu lieu à Cannes la semaine dernière. Et je suis ambassadrice. On a vu les dernières productions sous forme de petits films en IA. Mondiaux, et ça a été des choses assez étonnantes et assez inspirantes, et puis des débats un peu agités. Évidemment, j'imagine, parce que ça pose un certain nombre de questions sur les métiers créatifs. Allociné, quelques mots, quelques chiffres pour présenter l'entreprise. Allociné, c'est un média que j'espère beaucoup de spectateurs connaissent, un média qui a plus de 30 ans maintenant, et dont la mission est d'accompagner les spectateurs dans leur recherche d'informations au cours de leur parcours, pour se rendre dans les salles de cinéma ou pour visionner des contenus sur les plateformes. Voilà, donc on parle à tous les publics, de tout type de cinéma, pour toutes les salles, IA, blockbuster, film d'auteur. Voilà, tout est disponible sur Allociné, de la découverte jusqu'au parcours d'achat. Et Exacom ? Exacom, c'est un cabinet d'études et de conseils fondé il y a 30 ans maintenant, donc 5 consultants et consultantes associés spécialisés dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel, avec une expertise plus spécifique sur la salle de cinéma et les projets des exploitants que nous accompagnons. Alors, on va s'appuyer sur quelques chiffres, les chiffres de fréquentation de nos cinémas en France en 2025. C'est le CNC qui les donne. 156 millions d'entrées en 2025. C'est une baisse de 13,6% par rapport à 2024. Adrien Chabal, pourquoi ce recul ? Est-ce que l'année 2024 avait été exceptionnelle ou est-ce qu'il y a aussi un certain nombre de raisons un peu plus structurelles ? Déjà, on est toujours dans une période post-Covid, comme on l'appelle sur le marché du cinéma. Le Covid, c'était quand même une période très noire, forcément, pour les salles de cinéma, pendant que les gens ne pouvaient pas sortir de chez eux. Donc, on est toujours sur des années post-cauchemar de cette pandémie. Donc, l'année 2025, elle a été en demi-teinte. On le dit souvent parce que c'est pas du tout une remise en cause de l'amour du cinéma qu'entretient le public, parce que, en fait, il y a toujours le même volume de Français qui se déplacent dans les salles de cinéma. C'est juste qu'ils y sont allés moins souvent. Voilà, on sépare souvent les assidus des occasionnels et des réguliers. En fait, les assidus, c'est un peu le moteur, le poumon en fait des spectateurs en salle. C'est eux qui s'y rendent le plus. Donc, un assidu, c'est combien de fois par... C'est plus d'une fois par semaine. Donc, une fois par semaine. Voilà, donc c'est quand même... Je coche la case. Eh ben, félicitations. Ouais. C'est vraiment ce moteur de la cinéphilie. Donc, c'est peut-être 2% de la population, donc c'est vraiment petit. En revanche, c'est eux qui réalisent 25-30% des entrées. Donc, 2025, une année qui en fait a vu une baisse de volume d'entrée en valeur absolue. En revanche, toujours un même nombre de Français qui s'y rendent. Donc on dit souvent que c'est un marché de l'offre, le cinéma. Plus les films sont bons, plus il y en a, plus ils sont variés, plus les spectateurs sont au rendez-vous de la salle. Donc c'est toujours le cas. Et d'ailleurs 2026, c'est une année qui s'annonce, qui est déjà bien entamée, mais qui est beaucoup plus forte que 2025. Il y a plus de films, plus de gros films, plus de films diversifiés, variés, des productions françaises et internationales. Donc voilà. Sophie Girieux, est-ce qu'on est le cinéma français, peut-être les autres cinémas d'ailleurs, forcément dépendant pour atteindre ces chiffres globaux de grands films événements ? Est-ce que ce sont eux les moteurs du cinéma et des petits films? C'est pas péjoratif quand je dis petits films, parce qu'un grand film va d'un seul coup attirer des millions de spectateurs qui vont se dire ah bah tiens, c'est bien le cinéma, j'y retourne pour en voir d'autres, quoi. Disons que ce sont ces gros succès qui font la différence entre des années moyennes et des très bonnes années. Voilà, 2024 était une bonne année parce que notamment on a eu 2 succès français autour de 10 millions d'entrées, Le Comte de Monte-Cristo et un petit truc en plus. 2025 a manqué de films comme ça attrayants, porteurs. On avait une offre déficitaire, même côté film américain, on était dans quelque chose effectivement en demi-teinte. Donc les succès sont effectivement un moteur de la fréquentation qui permet de dépasser les moyennes habituelles. Nathalie Dupuis, dans un festival comme celui auquel vous avez participé, dont vous êtes l'ambassadrice, vous sentez quoi ? Vous sentez une inquiétude, la force du modèle français qui est quand même toujours là, avec le CNC, le modèle de financement qui est quand même très particulier ? Alors, c'est vraiment en demi-teinte, c'est-à-dire qu'il y a
ça polarise exactement la même chose que dans la société. On est sur une inquiétude d'une partie de la population, notamment Agnès Jaoui, qui était présidente du jury, Elsa Zilberstein aussi, qui avait des discours plus en demi-teinte forcément, et à côté de ça, on avait un Mathieu Kassovitz qui était complètement pro-IA, vraiment extrêmement déchaîné même sur le sujet. Donc ça polarise la même chose. On est sur des choses qui reflètent l'état de la société et la position également de la société. Maintenant, le baromètre du CNC annonce que 2/3 de la population cinématographique, de la profession, utilise déjà l'IA. Donc en fait, tout ça est à voir. On est au début, en fait. On est au début de cette techno, on est au début de cette transformation aussi. C'est un tsunami, ça arrive extrêmement vite, et effectivement, c'est tout à fait donc c'est déjà présent, pas omniprésent, mais l'utilisation de l'IA dans le secteur du cinéma, c'est quoi aujourd'hui ? Selon le CNC, c'est 2/3 de la profession. J'étais assez étonnée sur. Mais alors qu'il utilise, ça veut dire quoi ? Ça veut dire il y a quelques images qui ont utilisé l'IA dans un film. Parce que moi, je me souviens par exemple du lauréat. Alors, est-ce que c'était le Nikon Film Festival de l'an dernier ou du précédent ? Je ne sais plus. Mais c'était un film 100% IA, qui était d'ailleurs magnifique, mais qui posait une vraie question parce que c'était une jeune femme talentueuse qui avait fait ce film toute seule, avec son ordinateur et une intelligence artificielle. Alors que les autres films du Nikon, il y avait des génériques avec parfois une quinzaine ou une vingtaine de personnes. Ça pose une vraie question. Alors, lors du WIFE, il y avait justement les deux modèles. Il y avait des choses 100% IA, et la plupart du temps, on est encore sur, évidemment, de l'hybride. Donc, de l'aide sur les effets spéciaux, de l'aide sur... par exemple, l'intelligence artificielle est hyper utilisée dans les documentaires. Ça permet de faire... vivre des images d'archives. Il y a des secteurs où c'est vraiment très utilisé et extrêmement, et à d'autres moments beaucoup moins forcément. Ça reste encore tout à fait hybride. Là, pour l'instant, il y a encore du monde sur le générique. Effectivement, Adrien Chabal, votre avis, parce que, effectivement, c'est une question que toute la société se pose, que moi, je pose quasiment maintenant à chacun de mes interlocuteurs, la place de l'IA dans leur modèle économique. Donc, il n'y a pas de raison que le cinéma soit épargné. Est-ce que vous le voyez d'abord comme une inquiétude, comme une opportunité créatrice, parce que c'en est une aussi ? Comme toute transformation en profondeur, ça touche beaucoup de pans de la société et de l'économie. Je pense que l'IA, c'est avant tout un outil créatif d'une part, et qui peut aider la logistique, les process d'autre part. Donc on peut gagner en efficacité, en productivité, évidemment, grâce à l'IA. Ça, c'est, sur ce versant-là, c'est plutôt les exploitants, les distributeurs qui peuvent améliorer leurs différents process. Nous-mêmes, en tant que médias, on le voit déjà, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui étaient très fastidieuses précédemment, qui le sont beaucoup moins, qui le seront beaucoup moins demain grâce à l'IA. Sur la création, je pense qu'il faut être assez clair. C'est pour ça que des festivals qui sont entièrement consacrés à l'IA et que c'est affiché comme tel, je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre, dans la mesure où sinon ça peut être pris comme une concurrence déloyale, où on veut noter différemment des choux et des carottes sur des créations qui ne valent pas en fait la même chose. Quand c'est une équipe de 15 personnes, voilà, ça pose aussi un certain nombre de questions. On le voit aussi beaucoup autour de nos publications sur les différentes plateformes, en particulier les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok. Le ciné, c'est un média qui touche beaucoup de monde sur le web, mais aussi beaucoup sur les plateformes sociales. Et sur Instagram, sur d'autres plateformes, on voit régulièrement que quand on parle des métiers comme ceux des doubleurs, on sent que c'est des professions qui sont assez tendues sur le sujet à juste titre. Et là, il y a un peu une... différentes paroisses sur les VF et l'acting que ça nécessite, et franchement c'est une forme de création qui est géniale, et en même temps toutes les possibilités qu'offre l'IA sur la possibilité de gagner en efficacité sur un doublage at scale. C'est ce que fait une plateforme comme Netflix. Les sous-titres et l'audio demain, c'est déjà le cas sur YouTube, sera disponible en 40 langues en cliquant sur un bouton. Donc évidemment que ça c'est game changer, comme diraient les Américains. Voilà. Votre avis, Sophie Gérieux, il y a des métiers qui sont en train... Alors, il y a deux façons de le dire, soit de disparaître, soit de se transformer radicalement.
Oui, tout à fait. Il y a une inquiétude sur les métiers à valeur ajoutée, les métiers créatifs qui pourraient être remplacés. Donc autant il y a des aspects effectivement où l'IA est purement un outil qui permet de gagner du temps. Pour les exploitants, ça peut être pour traiter de la donnée, tout ce qui est relations clients, etc. Donc là, des choses qu'on voit dans tous les secteurs. Mais c'est plus en amont de la filière, évidemment, sur les aspects de création et de production, où là, il y a de vraies inquiétudes, effectivement, sur les métiers de doublage, sur de la post-production, sur des techniciens qualifiés, des personnes qui, là, voient leur emploi menacé, effectivement. Mais même les scénaristes, il y a eu un mouvement bien de grève sûr, sur l'écriture, bien sûr, pendant évidemment, des mois, qui était une même des sur plus l'écriture. lourdes grèves de l'histoire d'Hollywood. Donc c'est presque l'essence de la création cinématographique qui est questionnée. C'est une vraie question. Ouais, c'est un enjeu, et pour l'instant, effectivement, on a différentes chapelles et des points de vue qui sont différents, mais il y a globalement une crainte sur de la destruction d'emplois et de valeur à terme. Est-ce que c'est une question que posent les spectateurs ? Parce que ça rejoint ce que vous disiez. Moi, je veux savoir si ça peut être vrai pour une chanson aussi, ou pour n'importe quel objet de création, si c'est une IA qui l'a créé, un humain qui a utilisé l'IA. Est-ce qu'il faut une sorte de label, quoi ? En tout cas, c'est une question qui va se poser de plus en plus quand on peut comparer avec d'autres industries, comme l'industrie de la musique, où on voit que le pourcentage des titres mis en ligne sur Deezer chaque jour fait par l'IA est monstrueux. J'ai pas le chiffre en tête, voilà. Mais justement, je crois que c'est une des rares plateformes qui mentionne quand il s'agit de création musicale assistée par l'IA, contrairement à d'autres que je ne citerai pas du coup. Mais Deezer, ils sont assez proactifs sur le sujet. Et je pense que c'est en dizaines de milliers, le nombre de titres créés par l'IA chaque jour. C'est ça. Donc en France, on a la chance, je pense, d'avoir des garde-fous. Je pense au CNC, par exemple, qui pourrait très bien, le moment venu, avoir ce type de démarche de labellisation et de différenciation si ça venait à devenir un problème pour l'industrie. Ouais. C'est une question plus générale. Je rappelle que vous êtes ambassadrice de ce plan gouvernemental Oser l'IA. Savoir ce que nous, spectateurs ou consommateurs, même, on a en face de nous. La transparence, moi, ça me paraît un point essentiel. J'ai démarré il y a 3 ans en montant le premier magazine au monde dont les contenus étaient intégralement générés par IA sous forme d'expérience pour justement questionner mon milieu, parce que moi je viens de la presse et du cinéma. Donc le job des journalistes, des photographes, des illustrateurs, des traducteurs, des secrétaires de rédaction, etc. Parce qu'effectivement, ça touche absolument tout le monde et à tous les endroits. Et je crois que que la transparence me paraît obligatoire. Moi, immédiatement, dans le magazine du coup que j'écris, parce que à ce moment-là, j'ai pas reçu de réponse sur mes questionnements, mais j'ai plutôt sujeté des questions. Donc, j'ai monté un média indépendant sur le sujet. Et effectivement, le point de la transparence, ça me semble essentiel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on lit ? Est-ce que c'est de l'humain ? Est-ce que c'est de l'IA ? Ça paraît essentiel. Aujourd'hui, on va tendre vers ça. En tous les cas, les médias, etc., le stipule même malgré nous, et c'est super pour le coup. Et c'est un des points extrêmement important. Je me suis perdue. Oui. Non, mais sur la labellisation et la transparence, on a bien compris ce que vous vouliez nous dire sur la place de l'IA aujourd'hui déjà dans les films dont vous pouvez parler sur Allociné, Adrien Chaval. Où est-ce que c'est le plus présent ? Sur les effets spéciaux, peut-être, sans qu'on le sache forcément, ou sans qu'on s'en doute ? C'est pas encore labellisé comme tel. Dans les catalogues de films, je pense que c'est l'industrie musicale, elle est un petit peu en avance de charge par rapport au cinéma là-dessus. Et comme vous le rappeliez, c'est aussi un enjeu de filière avec la grève qu'on a pu connaître à Hollywood ces dernières années, pardon. Donc c'est un peu tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de créatifs parlent de l'IA comme d'un outil. Et ça, je pense que c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'ils vont s'en emparer et que ça va donner lieu à des créations demain qui seront très innovantes, très nouvelles, et j'espère qu'ils rassembleront un grand nombre de publics, et que ça se passera encore et toujours dans la salle de cinéma, parce que c'est le meilleur endroit pour visualiser des contenus de qualité. C'est aussi le seul endroit, parce qu'on parle beaucoup d'IA, mais il y a la dépendance au smartphone qui est un enjeu fondamental aussi pour les jeunes générations, mais un enjeu de santé publique poussé par l'éducation nationale ou par le CNC, en tout cas dans sa thématique. Donc on se pose pas mal de questions à cet égard, et clairement la salle de cinéma peut représenter un atout majeur pour contrecarrer les dérives de cette dépendance aux smartphones, aux réseaux sociaux, au digital. Je pose cette question-là parce que on se pose aussi la question de comment faire revenir un peu plus massivement le public dans les salles. Est-ce que ça passe forcément par des blockbusters à effets spéciaux ? Non, comme on le disait, je pense que c'est la variété du cinéma en France qui est la clé. On a la chance d'être dans un pays qui va plutôt bien sur ce marché,
Hergé, et qui d'ailleurs a inventé le cinéma il y a 130 ans, comme on le sait tous, mais qui en fait est, je pense, celui qui a le plus d'écrans, le plus de salles de cinéma, et la plus grande offre de cinéma local. C'est, je crois, 40 ou 50% des entrées qui sont sur le cinéma français, même sur l'année 2025, qui était, comme on le rappelait, en demi-teinte. Donc c'est quand même une vraie force pour le pays. Donc les blockbusters, oui, c'est un peu les locomotives. Les locomotives, c'est pas que les blockbusters. Comme vous le rappeliez, on a aussi les comédies françaises, des films comme ça qui rassemblent 10 millions d'entrées, les grosses sorties françaises. Et ça, de plus en plus, je pense. Donc, mais on l'a vu aussi l'année dernière, c'est par exemple le film Sirat, qui était un film vraiment indépendant, qui a fait, je crois, 700 000 entrées, ce qui est énorme pour cette typologie de film. Ou le film Sinners, alors entre-temps, il a gagné plein de prix, qui était vraiment une pépite, mais qui n'était pas du tout un film de franchise ou un blockbuster sur le papier. Voilà, donc c'est ces films-là aussi qui arrivent à remporter le succès public, les faveurs de critique, les faveurs du public, et qui en même temps réinventent aussi le cinéma, parce que Sinners, c'est un film qui fait beaucoup dans la créativité de ce médium. Et dans le défi des exploitants de salles, Sophie Girieux, il faut aller au-delà de l'offre du film pour faire revenir encore plus, alors c'est la base évidemment, mais pour faire revenir encore plus de public dans les salles. C'est ça, s'il y a des bons films, les gens viendront, ça c'est quand même la base, mais c'est vrai que dans les périodes qu'on a connues, avec une offre de films qui a pu être déficitaire ces derniers temps, il a fallu un peu penser autrement, évidemment face à la concurrence du streaming qui a explosé à la faveur du Covid, qui s'est vraiment généralisé dans les foyers, faire sortir les gens de leur canapé, c'est devenu un vrai enjeu pour les exploitants, et qu'on parle de grands circuits comme d'un petit cinéma de proximité, puisqu'on a la chance d'avoir une diversité du parc français qui est unique au monde, une densité, une qualité, une diversité qui est vraiment un atout majeur. Et les exploitants ont déployé diverses stratégies. Ça a pu être, et ça peut être toujours, misé sur le premium, c'est-à-dire sur un équipement haut de gamme de salles, à la fois d'un point de vue technologique, un son et une image qui vont être particulièrement immersifs, et aussi une qualité d'assises, de fauteuils très confortables, des conditions d'accueil parfois un peu VIP, etc. Donc là, pour avoir déjà, une quand on va au théâtre régulièrement et au cinéma régulièrement, on voit la différence. Sur on voit la différence. Bon. Donc ça, c'est une expérience différenciante qui incite à sortir de chez soi. C'est des conditions de projection que je n'aurais pas chez moi. Et puis créer l'événement, peut-être. Parce que moi, j'ai ce sentiment-là quand je vais voir des films. Exactement. C'est l'événementialisation de la programmation. Parfois à outrance. Il a fallu aussi parfois, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on constate qu'on appelle une séance sèche, une séance sans événement, accueille beaucoup moins de public qu'une séance événementialisée, qu'il s'agisse d'une avant-première, d'une rencontre avec l'équipe, d'un débat, d'un moment de convivialité qui va être proposé à l'issue de la projection, un atelier jeune public, etc. Les exploitants multiplient les actions de ce côté-là aussi. C'est nouveau, Adrien Chabal, ou c'est la continuation d'un phénomène qui existait déjà ? Ça a toujours existé, je pense que ça s'est intensifié ces dernières années parce que les distributeurs travaillent beaucoup de concert avec les exploitants pour organiser ces événements de ce type, des grosses tournées d'avant-première. Par contre, c'est un peu à double tranchant, parce que créer l'événement, c'est super, et on voit que c'est ce qui fait beaucoup d'entrées. En revanche, les gens ne se déplacent plus quand il y a moins d'événements, parce qu'en fait, le cinéma est devenu en concurrence avec plein d'autres formes de loisirs. Donc on parlait des plateformes de streaming, mais il y a aussi beaucoup le smartphone, j'y reviens, les réseaux sociaux. Je crois que les gens scrollent entre 4 et 5 heures par jour sur leur téléphone, et en fait ils passent entre 4 et 5 heures par an dans une salle de cinéma. Donc il y a une forme de concurrence déloyale. Voilà. Le cinéma affronte ces modes de consommation qui sont différents. Voilà, donc l'événement. Avant, on pouvait aller au cinéma pour se faire une toile. C'était un réflexe culturel, social, qui était installé. On ne savait pas forcément ce qu'on allait voir. Ça peut arriver toujours, je pense, dans certains comportements spectateurs, mais les gens aussi, on le voit, ils ont une frénésie pour tel film qu'il ne faut pas rater. Et ça, c'est valable pour un blockbuster, ou aussi comme le petit film Pépite, comme ceux que j'évoquais tout à l'heure. Donc, en fait, ce côté événementiel, il est un peu à double tranchant. Voilà. Il faut réinstaller, je pense, le réflexe cinéma comme une sortie culturelle à part entière, et ça, les exploitants, les distributeurs, donc ceux qui font les films et qui les distribuent, ont vraiment un rôle énorme à jouer. Avec les médias, bien sûr. Avec la question aussi des nouveaux talents qui émergent. C'est vrai que le système français de financement du cinéma permet depuis des décennies à des nouveaux talents d'émerger. Est-ce que, je reviens vers vous, est-ce que l'IA, c'est aussi un moyen pour des créateurs qui n'arrivaient pas, ou pour qui c'était plus difficile de percer, de se faire un nom et de se faire connaître? Oui, la technologie le permet. La technologie de l'IA permet de aplanir l'aspect technologique. C'est-à-dire que tout le monde a accès à la technologie. Ce qui va faire la différence, c'est la vision. Et du coup, effectivement, il y a par exemple, je pense à Denis Larzière qui a été primé au WIFE. Comme étant son premier film, alors qu'en fait il a fait plein d'autres films parce qu'il est réalisateur, mais en fait il a eu son prix
prix du premier film au WIFE. Et notamment, les films qui ont été récompensés sont plutôt des films qui seraient qualifiés de cinéma d'auteur, en fait. C'est pas du tout des films où il y avait des explosions dans tous les sens. C'était plutôt des films avec une forte vision, notamment Léo Canon avec Costa Verde, qui est vraiment un film avec l'éloge de la lenteur. D'ailleurs, on se posait la question de savoir s'il était en IA. On était même presque certain que c'était de l'hybridation, alors qu'en fait, c'était presque full IA pour le coup, mais avec une équipe. Et c'était vraiment l'éloge de la lenteur. Il y a eu aussi un film d'animation qui a eu le prix de la presse, c'est d'Anne Aurel, et c'est pareil, c'est vraiment une très forte vision humaine, donc c'était plutôt très rassurant de mon côté. Ouais. Je pose cette question de l'émergence des nouveaux talents parce que on a quand même un système, Sophie Girieux, de financement du cinéma. Alors je ne sais pas s'il est unique au monde. Il est unique au monde. Bon, voilà, je préfère être sûr grâce à vous, mais est-ce qu'il est un peu en danger ? C'est-à-dire qu'on est dans une période de carence budgétaire et d'endettement record en France. Donc, est-ce que ça impacte aussi le financement du cinéma ? Alors, ça ne l'impacte pas aujourd'hui parce qu'on a la chance d'avoir un système qui est très robuste, qui est très intelligent, qui a été très bien pensé après-guerre, qui fait que ce n'est pas un système qui est dépendant de subventions publiques. D'accord. C'est un système qui se finance par des taxes. Par les spectateurs. Par les entrées en salle. Et donc, comme on le rappelle souvent, le cinéma américain finance la création française, puisque la taxe de 10,72% de TSA prélevée sur les entrées en salle est prélevée sur tous les billets. Il y a une taxe aussi sur les chaînes de télévision, sur les distributeurs de télévision, sur la vidéo à la demande, etc. Donc, on a un système qui s'auto-alimente et on est à la fois contributeur et bénéficiaire. Donc c'est extrêmement vertueux et ça permet de financer tous les maillons de la chaîne, de la production à l'exploitation, aux nouvelles formes de diffusion, etc. Donc tel qu'il est aujourd'hui, il n'est pas en danger, mais il pourrait être remis en question s'il y avait des changements politiques dans les années à venir et une volonté de remettre en question ce système, parce qu'on a pu entendre des choses ces temps-ci sur ce sujet, et heureusement le président du CNC a fait un vrai effort de vulgarisation et de pédagogie pour réexpliquer ce modèle et de dire non, en fait, si vous ne consommez pas de cinéma, vous ne contribuez pas. Donc, il y a vraiment une logique là-dessus qui est tout à fait saine et très solide, en fait. Est-ce que ce modèle, il a été copié, Adrien Chabal, ou est-ce qu'il a inspiré d'autres pays dans le monde ? Je pense qu'il y a des gens qui ont voulu le copier, mais ça n'a jamais été égalé. Comme on le disait, c'est un système qui est unique au monde. Et d'ailleurs, les Américains nous l'envient, ils le disent régulièrement dans les différents rassemblements interprofessionnels du cinéma. Donc non, ça existe nulle part ailleurs. Et donc non seulement chaque billet, chaque visionnage à la télévision ou sur une plateforme contribue à ce système, mais en plus c'est ce qui nous donne la clé pour l'innovation culturelle de demain. C'est les films qu'on regarde aujourd'hui, notamment les gros blockbusters, les grosses comédies qui rassemblent, qui vont financer la création, l'innovation de demain. Donc c'est hyper important de conserver la philosophie de ce système qui est extrêmement vertueux. Ouais. Est-ce que vous parliez, on a beaucoup parlé de smartphone dans ce débat, mais est-ce que on est en train d'adapter la créativité, les formats à cet outil, dans le monde du cinéma aussi? Oui, parce que forcément, avant l'IA, il y avait une autre évolution qui était celle des créateurs de contenu et des plateformes vidéo sur le digital. Donc voilà, YouTube ou TikTok. Il y a tout un écosystème qui s'est créé autour de ça. Et donc forcément, les codes de la création s'y sont adaptés, que ce soit dans la conception des programmes, des formats, mais aussi dans leur distribution, leur marketing. Donc on voit là, il y a toute une génération de jeunes talents qui ont émergé grâce aux plateformes et qui ont envie de passer devant ou derrière la caméra, mais en tout cas de contribuer au foisonnement créatif. Aux États-Unis, il y a eu plusieurs exemples ces 18 derniers mois de youtubeurs, de créateurs de contenu qui ont proposé des films qui ont été diffusés en salle. Donc la clé, c'est cette passerelle-là. Comment on crée une appétence pour le cinéma grand écran à partir du petit écran ou du smartphone. C'est un peu ça le rôle de passeur qu'on doit tous endosser. C'est que je pense qu'on l'a tous vécu, on se souvient tous du premier souvenir qu'on a dans une salle de cinéma. En revanche, personne ne se souvient, je vous le mets au défi, de la première vidéo qu'il a visionnée ce matin sur son téléphone. Donc, c'est même parfois au bout de 40 minutes de scroll, on dit mais qu'est-ce que j'ai regardé? Qu'est-ce que de quoi tu te souviens? Bon. Voilà. Et donc une des clés, c'est qu'au cinéma, normalement, on ne scrolle pas sur son téléphone parce que c'est des expériences immersives, collectives, qui sont formidables. Donc je pense que les créateurs et demain les artistes IA ont conscience de ça, ont des envies d'aller inventer des nouveaux formats, des nouvelles narrations sur ces nouveaux écosystèmes créatifs. Et c'est ça la bonne nouvelle. Ces passerelles, elles existent déjà, Nathalie Dupuis?
Oui, en fait, les films, là aujourd'hui, 16/9 passe en 9/16, et effectivement, c'est une narration qui est différente, c'est un angle qui est différent, c'est un travelling en 9/16, enfin, c'est pas la même chose. Donc, du coup, déjà, ce sont des questions qui se posent. On apprend à filmer pour s'adapter au format d'un téléphone, quoi. Donc, le 9/16 dont vous parlez, c'est ça, c'est le format vertical, le quoi, format tout simplement. vertical, c'est avec un plan en 9/16, enfin voilà, un travelling, un zoom in, un zoom out, enfin, c'est vraiment très différent. Et la narration, pour des personnes, parce qu'il y a plein de personnes de la communauté qui sont des réalisateurs avant IA, il y a plein de gens qui sont avant IA, en fait, évidemment. Et c'est une technique de narration qui est complètement différente, notamment dans les microdramas actuels, là. Et c'est ce petit... c'est ce format qui change tout. Enfin, la conception même est impactée. Non, alors façon de penser un film, quoi, tout simplement, et de le mettre en image. Oui. C'est ce que vous êtes en train de nous décrire. Là, il nous reste quoi, 2:30. Tiens, on peut parler on a beaucoup parlé de la force du cinéma français, de la force de ce modèle, et de l'importance des films à succès qui vont tirer l'ensemble. La répartition entre films français, films américains aujourd'hui, on est dans quel... c'est vraiment une question de curieux. Oui, là aussi, c'est à souligner, c'est qu'on a la chance d'avoir un cinéma national qui fait des entrées, ce qui est un des rares pays au monde où c'est le cas. Donc, selon les années, le cinéma français, c'est entre 1/3 et 45% des entrées. Okay. Voilà, à peu près. Le cinéma américain est un peu plus fort, c'est-à-dire qu'on est plutôt entre 40 et 50%. Mais vous voyez, on est presque sur pas loin de 50-50, et on a 10-20% selon les années qui sont d'autres cinématographies. Et ça, c'est très rare. À part les États-Unis et quelques pays asiatiques, et la Turquie aussi, qui a une production nationale de films populaires qui fait que les films turcs font une grande part des entrées nationales. La France est un cas d'école où on a, chaque année, 40% des entrées qui sont des films français. L'Inde, peut-être, j'imagine. Bien sûr, on a l'Inde, on a la Chine, parce qu'il y a des quotas qui sont très élevés, donc là, c'est encore d'autres raisons. La Corée du Sud et le Japon. Voilà. Et ça, cette spécificité française, Adrien Chabal, c'est aussi ce qui permet à des petits films... Parce que souvent, moi, j'entends des critiques, j'ai des potes qui disent « Mais attends, tu vas voir ça au cinéma, mais qu'est-ce que c'est que ce film ? Il a été fait pour une élite, il va y avoir 20 000 spectateurs, et pourtant, il a été financé, ils ne vont pas perdre d'argent. » Vous voyez ce que je veux dire ? Cette critique-là, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Encore une fois, si c'est les assidus qui se rendent dans les salles, quand ils ont vu le blockbuster, la grosse comédie, ils vont se diriger vers leur 3e, leur 4e, leur 5e choix, etc. Donc forcément, il y a des plus petits films qui peuvent exister de cette manière-là, grâce à ce public qui sont de... Mais grâce au financement aussi du CNC, c'est-à-dire ces films n'existeraient pas sans ces... Comme on le rappelait, ce financement-là, il pèse sur le budget impôt de personnes. C'est uniquement les spectateurs qui contribuent à la télévision ou au cinéma à travers leur parcours à financer toute cette création. Donc, et puis il y en a qui ont vraiment une portée sociétale qui ne s'adresse pas du tout à une élite. Ces films, ils sont une toute petite part du budget global du CNC, mais ils représentent en fait la création de demain. Donc c'est très important de les préserver et d'aller dans les salles de cinéma pour les visionner. On va terminer là-dessus. Allez au cinéma, évidemment. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à ce débat. Voilà, c'est la fin de ce Smart Trends. Merci à vous de votre fidélité à la chaîne des Audacieuses et les Audacieux. Je vous dis à très vite. Salut.